Bonjour et bienvenue à notre webinaire du Centre des compétences futures. Aujourd'hui, nous allons discuter de notre thème, renforcer l'autonomie de la jeunesse au Canada, naviguer entre les perspectives de carrière et le bien-être. Je suis la directrice associée mobilisation des connaissances au CCF. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à notre webinaire. Voici notre programme aujourd'hui. Mot de bienvenue. Ensuite, résultats de recherche, présentation des apprentissages qui vous donnera le contexte pour notre conversation. Et ensuite, nous aurons un panel de personnes qui ont mis en œuvre des programmes novateurs. Prochaine diapo. Je commence avec une reconnaissance territoriale. Le CCF reconnaît que Toronto est situé sur les territoires autochtones traditionnels des Huron-Wendat, des Anishinaabe, des Haudenosaunee et des Mississauga de nos crédits. Les traités concernant ces territoires comprennent le pacte de la ceinture wampum, faisant référence au concept de bol à une seule cuillère, une entente entre la Confédération iroquoise, les Ojibwe et les nations alliées visant à partager pacifiquement et protéger les ressources autour des Grands Lacs et du Haut-Canada. Aujourd'hui, je suis à Toronto. Il ne fait pas beau et je tiens à reconnaître où je suis précisément. Je regarde la lumière, la fenêtre et je vois la rivière Humber ou l'ouest, la rivière du côté ouest est là, qui s'appelle Cobequebon des Mississaugas, qui veut dire de laisser vos canaux et de retourner en arrière. C'est un moyen pour les gens de tisser les liens entre l'Ontario et la région du Georgian Bay ainsi que du lac Simcoe pour des centaines d'années. Je suis reconnaissante pour la rivière dans ma vie, à savoir ma famille, le calme de jeter des roches dans le lac avec mes enfants, avec tous les euh, animaux aussi, incluant le coyote et l'aigle. Je tenais à commencer cette journée en vous partageant mon histoire. Bon, quelques éléments d'intendance. Cette séance est enregistrée. Une copie de l'enregistrement sera mise à votre disposition pour tous les participants dans les jours suivants. Concernant la fonctionnalité questions-réponses, dans Zoom, vous avez un bouton Q et A et vous pouvez utiliser ce bouton pour nous rejoindre, pour poser vos questions, parce que nous allons utiliser le clavardage pour partager les ressources de nos panélistes ainsi que du CCF. Il s'agit d'un événement bilingue. Je vous invite à sélectionner la langue de votre choix, soit l'anglais, soit le français, en bas de la barre à outils de Zoom. Par défaut, il n'y a pas d'interprétation, mais vous pouvez choisir en appuyant sur le bouton Interprétation. Je veux aussi prendre un moment pour vous discuter d'une autre occasion offerte par le CCF en partenariat avec Recherche Canada. Nous avons un groupe d'apprentissage par les pairs le 31 octobre 2024 à 11 heures heure de l'Est. Il s'agit d'un événement virtuel. Je vous invite à approfondir les connaissances avec un de nos panels. André de l'Université d'Alberta, qui sera aussi de la partie. Il y aura des praticiens et des praticiens dans l'espace de la formation, de l'emploi qui vont partager leurs projets. Il y aura des exposés, ce sera l'occasion de discuter, de partager vos défis et de trouver d'éventuelles solutions en groupe. Un lien pour le groupe d'apprentissage par les pairs sera partagé dans le clavardage. Vous pouvez aussi vous diriger sur le site web du CCF. J'ai le plaisir de vous présenter Karen Myers, qui est la présidente et directrice générale de Blueprint, membre du consortium aussi. Elle va nous donner un aperçu du contexte pour les jeunes au Canada à l'heure actuelle et ensuite nous aurons une discussion de panel. À vous la parole, Karen.
Parfait, merci beaucoup, Laura. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Karen Myers. Je suis la présidente et chef de la direction chez Blueprint. Nous sommes un organisme à but non lucratif. Nous aidons les décideurs à utiliser des données probantes pour réaliser de meilleures décisions pour aider les jeunes au Canada. Nous travaillons de par le pays dans toute une gamme de politiques. Nous avons une boîte à outils qui inclut, qui comprend l'amélioration continue et d'autres outils. Passons à la suite. Le chômage chez les jeunes. Il s'agit d'une statistique assez assez préoccupante. Comme vous le savez, le taux de chômage national chez les jeunes a atteint 13,5 en juin 2024. Et nous savons que ce chiffre est encore plus élevé pour les groupes racialisés, pour les jeunes hommes et les groupes autochtones. Ce chiffre est préoccupant, comme je l'ai dit. C'est pourquoi nous sommes ici pour en discuter. Je vais vous partager quelques connaissances fondées sur les données probantes. Ce que, ce que nous avons appris des jeunes vulnérables, des ambitions, des besoins selon nos recherches. Et aussi, j'aimerais présenter l'argumentaire de ce qui fonctionne dans tout le continuum des besoins, ainsi que de comprendre le contexte de ces jeunes et pourquoi investir dans des programmes qui tiennent compte des données probantes. C'est très important pour les jeunes. Pour ce faire, je vais me concentrer sur les besoins des jeunes entre 15 à 29 ans qui ne sont ni en emploi ni aux études. On appelle ces jeunes par le sigle NEET ou des jeunes avec des occasions. Donc, les deux initiatives sur lesquelles je me fonderai, euh, le premier, c'est un projet organisé par un ministre de l'Ontario pour les jeunes et les enfants. Nous avons desservi 900 jeunes en Ontario qui ne travaillent pas et ni qui ne sont aux études. Nous avions compris leurs expériences de vie et leurs défis. Nous avons aussi analysé un sondage de Statistique Canada, des données du gouvernement et nous avions organisé des recherches en petits groupes pour comprendre ce groupe. Donc, il s'agit d'une recherche avec des méthodes mixtes pour comprendre ces jeunes qu'on appelle les NEET. Il s'agit aussi d'une estimation de coût de, en raison de ces jeunes NEET. Nous allons aussi nous pencher sur l'initiative de conception pour la grande échelle. Il s'agit d'une initiative du CCF. Nous travaillons avec plusieurs organisations pour aider à faire progresser leurs projets tout au long du continuum d'innovation, ou plutôt du continuum temporel du début jusqu'à la maturité. Et notre portefeuille comprend deux de ces programmes que je vais aborder aujourd'hui, un par Empower Canada et l'autre par le Collège Douglas. Donc, essayons d'approfondir notre compréhension des jeunes NEET. Tout d'abord, quelques chiffres. Comme vous le constaterez de cette diapo, selon les chiffres de 2023, environ 11 des jeunes Canadiens entre 15 à 29 ans ne sont ni en emploi ni aux études. À l'exception des données de la pandémie, ce chiffre a été plutôt stable pendant plusieurs années. Et donc, ces études incluent plusieurs années. Et cela comprend aussi plusieurs de nos programmes. Il faut comprendre la façon dont nous pouvons rendre nos politiques et nos services beaucoup plus efficaces. C'est ça la clé. Dans le cadre du projet, pour le gouvernement de l'Ontario, nous avions essayé d'estimer les coûts
Ce sont des coûts qui sont très difficiles à calculer car c'est un exercice très sophistiqué et technique. Je ne vais pas passer en revue tous les détails de la méthodologie, mais cela dit, il est important de comprendre ce coût, surtout dans le contexte politique et économique euh, à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il faut comprendre ces coûts. Commençons par l'estimation du coût fiscal. Celui-ci a été estimé pour chaque jeune NEET et il représente environ 6 000 $ par année. Ce sont des coûts directs qui représentent un fardeau direct pour les services de santé, les impôts, l'aide sociale, la criminalité, le sans-abrisme, l'éducation et ainsi de suite. Les coûts sociaux, c'est un nom un petit peu bizarre, mais ce sont des coûts engendrés directement par les jeunes NEET, des pertes de bénéfices, et ce chiffre s'élève à environ 20 000 $, un peu plus de 20 000 $. Il y a d'autres coûts sociaux qui sont un peu plus difficiles à quantifier, donc qui ne sont pas inclus dans cette estimation. Non pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce que nous devons avoir une méthodologie très rigoureuse. Donc, il s'agit ici d'un chiffre conservateur. Et finalement, nous avons estimé le coût total qui s'élève à plus de 400 000 $ pour chaque jeune NEET au cours de leur vie. Bien entendu, il s'agit d'une moyenne. Certains jeunes vont trouver un emploi rapidement, ils vont revenir sur la bonne piste et d'autres auront des difficultés pendant une période de temps plus longue. Donc, l'envergure même de cette estimation vous montre que ces jeunes NEET représentent un impératif économique, non seulement social. Je pense que cette estimation n'est pas faite assez fréquemment. Maintenant, changeons un peu de sujet. Passons aux ambitions de ces jeunes. Dans nos rapports, nous avons plusieurs détails, mais ici sont les points saillants, puisque le temps me manque. Voici quelques points concernant les aspirations des jeunes NEET. Ils sont généralement plus âgés dans la fourchette d'âge que j'ai mentionnée. Ils ont davantage, euh, la plupart d'entre eux ont un diplôme d'études secondaires et ils ont même un certain niveau d'éducation postsecondaire. Et plusieurs d'entre eux qui sont des jeunes NEET sont des jeunes nouveaux arrivants. Ces jeunes sont plus enclins à avoir des enfants comparés aux jeunes qui sont en éducation, en études, pardon, ou en emploi. Nous avons aussi beaucoup d'autres détails. Nous avions posé des questions concernant leurs aspirations, ce qui est important pour eux. J'aimerais ici souligner que les jeunes souhaitent travailler. C'est un point qui est a retenti haut et fort. 87 % des jeunes interrogés déclarent vouloir un emploi, 51 veulent un emploi immédiatement, 10 % veulent un emploi mais veulent d'abord aller à l'école. 26 % ont déclaré vouloir un emploi maintenant, mais qu'ils doivent s'occuper d'abord de d'autres priorités dans leur vie. 7 % ont dit qu'ils ne voulaient pas travailler à l'heure actuelle parce qu'ils voulaient retourner aux études et seulement 6 % ont dit qu'ils ne voulaient pas un emploi ni retourner aux études. Donc, les jeunes ne sont pas dans une situation nette parce qu'ils ne veulent rien faire. Non, le contraire. Nous avions aussi approfondi nos connaissances en matière de leurs besoins. Et à droite, vous voyez la liste des besoins de ces jeunes NEET. Et ce qui est très important ici, c'est de comprendre que au moins 76 % des jeunes NEET ont identifié au moins deux
domaines de leur vie où ils ont besoin de soutien. Certains jeunes avaient identifié trois besoins qui doivent être comblés. Donc, il ne s'agit pas seulement de fournir des programmes de formation ni un emploi, il faut aussi penser aux services connexes. Tandis que nous bâtissions sur les trouvailles de ces recherches, ainsi que notre travail avec le CCF et notre portefeuille de projets, nous avons commencé à réfléchir au continuum des besoins. D'une part, à droite, il y a des jeunes au Canada qui sont des nouveaux arrivants et qui éprouvent beaucoup de difficultés à trouver un emploi, mais qui détiennent déjà un diplôme d'études supérieures au postsecondaire. Et pour ces jeunes-là, ils ont besoin de soutien pour trouver un emploi, de soutien à la formation. Et d'autre part, à gauche, nous avons des jeunes qui sont au secondaire, mais qui sont des jeunes à risque d'abandonner leurs études. Et donc, il faut être un petit peu plus proactif, tel que le programme du parcours vers l'éducation. Les jeunes qui sont à risque d'abandonner l'école, euh, il faut intervenir en temps opportun ou certains jeunes ont déjà décroché de l'école et ils ont besoin de services un peu plus complexes tels que des services de soutien à la santé mentale. Il faut donc intégrer ces services-là. Il y a aussi d'autres jeunes encore qui sont dans le marché du travail, mais qui éprouvent des difficultés. Ils détiennent un emploi précaire. Ils ont toutes sortes de difficultés. Et ce sont donc des jeunes qui éprouvent des difficultés différentes. Nous avons donc besoin de programmes ciblés à leurs besoins. Dans notre programme de perfectionnement des compétences, nous essayons de bâtir les données probantes par l'entremise de sondages afin d'avoir de meilleures connaissances pour les nouveaux projets, de les améliorer sans cesse. Et pour les projets à maturité, nous utilisons un service, nous utilisons des données probantes ou plutôt des essais randomisé contrôlé, ERC. Nous travaillons avec Statistique Canada pour nous pencher sur les bénéfices à long terme ainsi que l'incidence sociale de ces programmes. Voici donc une liste des programmes disponibles. Vous voyez les barres bleues, ce sont les programmes qui nous avons pu dégager beaucoup de connaissances de ce tableau. Mais j'aimerais parler ici aussi du coût des jeunes NEET. Je vous ai déjà montré les coûts, les chiffres. Et étant donné ce qu'on connaît sur leurs besoins, la diversité des besoins, nous avons besoin de tiendre compte des données probantes. J'aimerais vous parler de la manière dont nous pouvons faire un retour sur investissement pour ces programmes. C'est une question qu'on me pose souvent, les personnes qui sont des prestataires de services, mais aussi une question qui m'est posée de tous les niveaux du gouvernement. Ce n'est pas une question simple. On ne peut pas simplement prendre le coût total du programme et le diviser par le nombre de participants. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais quelques points saillants sont les suivants. Il faut comprendre le coût d'un programme et aussi le comparer à des services semblables. Donc, quel est le coût supplémentaire? Ça, c'est le coût net. Et aussi, il faut penser à l'incidence nette. Donc, dans quelle mesure l'impact sur l'emploi est-il supérieur ou inférieur à celui des services existants? Et à partir de là, nous pouvons calculer le coût marginal. Ce qui est important est que le coût marginal sera toujours plus élevé que de simplement prendre le coût total du programme et le diviser par le nombre de participants, car nous devons tenir compte du nombre de participants qui n'atteignent pas les résultats en matière d'emploi. Le taux de chômage, je dirais 60% ou 70%, ça peut être un impact très important si les services existants est seulement à 30 ou 40% d'impact. Il faut donc garder tout cela à l'esprit. Cette diapo vous montre quel est le coût marginal d'un programme
qui a un coût net de 2 000 $. Il coûte 5 000 $ pour les services existants. Les services existants sont 3 000 $, donc il y a un coût supplémentaire de 2 000 $. Si le programme, pardon, était à 5 de mieux que le programme existant, eh bien, le coût marginal sera de 51 000. On pense que je sais que cela donne l'impression que c'est très élevé, mais cela est important de noter que si le programme a un impact de 10 le coût commence à baisser à 26 000 $ et s'il y a un impact de 20 eh bien, le coût diminue à 13 000 $. Donc, à droite de ce tableau, vous allez voir qu'il y a aussi d'autres coûts, à savoir les coûts fiscaux et sociaux. Donc, c'est le coût de ne pas atteindre un résultat en matière d'emploi. Donc, c'est moins cher d'aider quelqu'un plutôt que de ne rien faire. Dernière diapo, nous avons calculé la mesure dans laquelle aider quelqu'un va amener des améliorations. Vous pouvez voir ici que les programmes avec un impact de 5 points de pourcentage a 4 fois plus de retour sur investissement. Et pour le programme d'impact à 20 points de pourcentage, il s'agit d'un retour sur investissement de 16 fois. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que on ne peut pas, ce n'est pas il n'y a pas de taille unique. Nous avons besoin de toute une gamme de programmes, mais il est très important d'utiliser les données des jeunes afin de réaliser des améliorations continues et de se fonder sur les données programmes, parce que plus un programme est efficace, plus ce sera aussi efficace au niveau du coût. Et si nous voulons essayer réellement de réaliser des progrès concernant l'emploi chez les jeunes, nous devons faire en sorte à ce que nos programmes soient améliorés. Et c'est vraiment formidable que le CCF investit dans les données programmes afin de réaliser des améliorations continues. C'est tout pour moi. J'espère que cela vous donne un peu de contexte pour le panel qui s'en vient. Merci beaucoup, Karen. Je prenais des notes de façon féroce tandis que vous présentiez votre exposé. Il faut présenter l'argumentaire pour aider les jeunes, NEET. Les rapports dont Karen a mentionné sont disponibles sur le site de Blueprint ainsi que le site web du CCF. Nous allons inviter Karen à se joindre à notre panel. Donc, elle reviendra. Si vous avez des questions pour Karen, vous pouvez les mettre aussi dans la boîte Q&A. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir notre discussion de panel. Nous avons Peter Wilkins, qui est chargé de liaison pour la recherche au sein de la faculté pour Douglas College. Ensuite, Nisha Lewis, directrice de l'exploitation à Empower Canada. Et Andrew McDonald, professeur département de la génie mécanique à l'Université d'Alberta. Je vais demander à chacun d'entre vous de vous présenter, de discuter, de parler de votre organisation et on va commencer avec Peter et ensuite Nisha et finalement André et nous allons revenir pour ensuite des questions. À vous la parole, Peter. Bonjour, bon après-midi. Selon où vous êtes dans le pays, je m'appelle Peter. Je travaille au collège Douglas à Toronto, pardon, à Vancouver. En Colombie-Britannique. Je travaille pour le groupe de formation qui est le département de formation du collège. Cela fait 20 ans que je travaille aussi en tant que professeur d'anglais et depuis 2011, je travaille avec le groupe de formation afin de créer des programmes assez créatifs pour les jeunes et les nouveaux arrivants. Ma spécialité euh, est la théorie des bandes dessinées et j'ai fait du travail en utilisant les bandes dessinées pour aider les personnes à guérir de certains problèmes. Donc, je travaille avec les jeunes qui ont du mal à atteindre la diplomation
aux des jeunes du secondaire et nous les invitons au sein du collège pour leur montrer qu'il y a différentes sortes d'éducation qui peut être différent à- du secondaire. Nous voulons leur montrer qu'il y a différentes dynamiques sociales et ce sont des jeunes qui sont aussi victimes d'intimidation, d'anxiété, de dépression, d'utilisation de substances. Certains sont aussi autistes, des personnes autistes, et nous voulons leur montrer que le Collège Douglas est un endroit formidable où ils peuvent se concentrer sur la formation, qu'ils peuvent parler à des professionnels dans les domaines dans lesquels ils sont intéressés. Et ce programme utilise une méthodologie avec très peu de pression, mais une haute performance. Donc, nous leur donnons une offre, leur tendons la main, nous ne leur disons pas quoi faire pour leur montrer la voie et les possibilités. Nous travaillons aussi avec un collège en Ontario qui s'appelle North Atlantic, qui est en pleine expansion. Donc, le programme passe à grande échelle. Je suis ravie d'être ici pour parler de notre programme et je suis disponible pour répondre à vos questions plus tard. Merci. Merci, Peter. À vous la parole, Nisha. Merci. Bonjour, je suis Nisha Lewis. Je suis la directrice de l'exploitation chez Empower Canada. Empower Canada est une solution de développement de la main-d'œuvre nationale. Nous avons un modèle client. Nous travaillons avec les chercheurs d'emploi afin de leur offrir les compétences, la formation et le perfectionnement professionnel dont ils recherchent. Nous travaillons aussi d'autre part avec les employeurs pour avoir un bon jumelage pour les compétences techniques dont ils recherchent. Notre objectif, au bout du compte, est de fournir des emplois qui sont durables et qui vont avoir une réussite à long terme. Nous aidons les gens à lancer et ensuite bâtir leur carrière. Nous avons euh, une pipeline très diversifiée pour former des talents débutants ou intermédiaires et nous allons appliquer aussi la formation et les connecter avec les occasions dans le marché du travail. Nous avons beaucoup et nous avons étendu nos activités depuis 2015. Nous avions 87 chercheurs d'emploi au début. Cette année, nous avons 10 000 anciens du programme. Donc, en 10 ans, nous sommes passés à 10 000 anciens du programme. Nous offrons aussi 5 ans de soutien après le programme à nos anciens diplômés. Comme ça, ils peuvent revenir pour faire du perfectionnement professionnel. Nous offrons du mentorat, formation de leadership et ils peuvent aussi rehausser leurs compétences qui vont leur aider à passer à l'échelon supérieur dans leur carrière. Je vais maintenant je vais vous parler un petit peu plus tard ensuite pour le panel. Bonjour, à vous la parole, André. Bonjour et merci au Centre des compétences futures de m'avoir invité. Merci aux participants qui sont aujourd'hui ici, présents pour le webinaire. Je m'appelle André McDonald. Je suis un professeur au département de la génie mécanique à l'Université de l'Alberta et je suis l'ancien président adjoint pour le, un notre programme de stratégie à l'Université de l'Alberta. Je suis aussi le directeur de ELITE, à savoir un programme d'apprentissage expérientiel pour l'innovation, la technologie et l'entrepreneurship pour les jeunes noirs. J'ai hâte de vous parler de ce programme qui s'appelle ELITE. Cela fait seulement 5 ans que nous existons et nous offrons une formation intégrée dans le milieu du travail pour les jeunes noirs entre 15 à 22 ans ou qui sont dans leurs études secondaires ou postsecondaires. Nous leur offrons une formation payée, intégrée au milieu du travail en matière de toutes sortes de domaines, par exemple les mathématiques, les sciences et la santé. Et nous travaillons aussi en tant que professionnels, soit des ingénieurs professionnels, des scientifiques ou des prestataires de santé. L'expérience de ce projet
euh, est fondé sur le projet et c'est à chaque été. Donc, nous avons entre 30 à 60 stagiaires qui travaillent à temps plein dans le programme, du secondaire jusqu'au programme de premier cycle. Nous reconnaissons que la formation intégrée au travail, c'est excellent pour soutenir leur mobilité verticale, enfin, du côté socio-économique, mais nous nous concentrons aussi sur d'autres éléments, tels que les services connexes sur la conception et entrepreneurship, où nous offrons des formations en collaboration avec des associations pour des personnes et des jeunes noirs pour fournir des formations d'entrepreneuriat, comment établir une entreprise, comment la financer, c'est comment concevoir un projet, comment euh, concrétiser un projet. Nous travaillons aussi avec les fondateurs RBCX et d'autres PME afin de bâtir sur ces idées. Nous reconnaissons que les jeunes noirs sont en difficulté souvent. Ils doivent composer avec d'autres défis en matière de travail et parfois ils vont devoir gérer certaines situations, gérer des défis en matière de santé mentale. Donc, nous avons créé aussi un programme de coaching où nous fournissons un soutien, une formation, un dialogue avec ces jeunes noirs sur des thèmes tels que comment défendre vos propres droits, comment euh, adresser le racisme contre les Noirs, le racisme systémique. Et jusqu'à présent, nous avons eu plusieurs fondateurs, RBC, le CCF, d'autres fondations Canada, des industries. L'industrie a aussi participé à nos programmes pour aider à nous soutenir financièrement. Nous travaillons avec le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Alberta et c'est une collectivité qui est composée de plusieurs parties prenantes, incluant le gouvernement et le privé. Nous avons pu former plus de 200 jeunes noirs au cours des 4 dernières années depuis l'existence du programme et nous avons amené 4 millions de dollars de financement pour soutenir nos opérations et travailler avec nos partenaires externes afin de pouvoir livrer sur ces activités. Nous avons aussi remarqué qu'il y a une augmentation de la résilience et de l'espoir chez les jeunes noirs selon nos recherches et ces jeunes noirs sentent qu'ils sont mieux préparés à intégrer le marché du travail, ce qui est exactement le but de notre programme à ses débuts. Ils ont pu intégrer le marché du travail ou ils ont sont aux études supérieures, à l'école de médecine, par exemple. Et voilà, je m'arrête pour l'instant et je suis disponible pour répondre à vos questions plus tard. À vous la parole, Laura. Merci, André. Merci à vous trois. J'ai quelques questions de suivi sur les détails de votre programme avant d'ouvrir euh, euh, la discussion. Donc, je vais commencer par Peter. Pourriez-vous prendre un moment pour préciser le suivant? Qu'est-ce que vous parlez, pourquoi est-ce que vous avez un programme centré sur l'espoir? Que voulez-vous dire par là? Un développement de carrière concentré sur l'espoir, c'est fondé sur l'optimisme et aussi sur les aspirations des personnes. Leurs carrières vont bien sûr évoluer au fur et à mesure que le temps avance. Et nous sommes tous sur un parcours. La plupart d'entre nous ont changé d'emploi et c'est aussi le moyen de naviguer quelles compétences sont valorisées et aussi euh, de valider leurs aspirations. Il ne s'agit pas de décrocher un emploi à temps, euh, dans un horizon temporel très court. Ici, nous essayons de créer une vision pour une carrière tout au long de leur vie. Nous sommes un programme basé sur le projet, bien entendu, mais le projet, ce sont composés de personnes qui travaillent sur eux-mêmes. Donc, ils essaient de se façonner en la personne qu'ils souhaitent devenir, ainsi que d'obtenir la carrière de leurs rêves. Nous essayons pas de placer les personnes dans des emplois, mais plutôt de bâtir euh, la personne, de commencer à partir d'eux
et de leur montrer des options au postsecondaire. Merci, Peter. Nisha, je reviens à vous. Pour l'auditoire, pour s'assurer que nous sommes tous sur le même niveau, qu'est-ce que vous voulez parler d'un modèle client dû à deux parties? Nous avons deux clients. Nous avons les jeunes, des jeunes, d'une part, donc 80% d'entre eux sont BIPOC, 8% éprouvent un handicap, d'autres, il y a aussi plusieurs qui sont des nouveaux arrivants et nous avons atteint la parité du genre dans notre programme. Plus de 50% qui s'identifient en tant que personne qui est femme, transgenre, non binaire ou transgenre. Nous avons aussi des services connexes ainsi qu'une formation technologique et numérique. Nous avons différents programmes selon le niveau approprié à la personne, selon où ils sont. Nous acceptons les personnes selon des critères individuels. Ils doivent avoir un diplôme d'études secondaires. Pour les nouveaux arrivants, il y a un test de, de langue, anglais ou français, et nous essayons de prioriser les personnes qui font face à des défis. Par exemple, des personnes issues de groupes à faible revenu et d'autres groupes vulnérables. Notre autre client, donc, le deuxième client, c'est les employeurs. Nous savons qu'il y a un écart en matière de compétences. Nous savons que les employeurs cherchent des travailleurs avec des compétences techniques. Il y a entre 500 à 5 000 ou 8 000 personnes qui sont nécessaires pour combler les postes. Donc, presque chaque emploi est un poste numérique de nos jours. Donc, nous travaillons avec les employeurs afin d'identifier leurs besoins. Et nous cherchons à combler surtout les postes vacants niveau débutant. Quelle formation est-ce qu'ils recherchent? Quelles compétences? Mais surtout, nous essayons de perfectionner leurs compétences parce que les employeurs nous disent que ce sont les compétences interpersonnelles qui vont être les plus utiles dans le long terme. Comme Andrew l'a dit, il faut être résilient. Comment naviguer les conflits dans le milieu du travail? Comment être respectueux dans le contexte canadien, bien entendu. Donc, quelles sont ces compétences à long terme, ces compétences interpersonnelles qui va aider une personne à continuer à naviguer leur carrière tout au long de leur vie? Comment négocier pour une augmentation salariale, par exemple. Donc, c'est pour ça que nous fournissons un soutien après le programme de 5 ans pour leur donner l'expertise et le besoin qu'ils ont besoin pour réussir dans le long terme. Même si notre programme est virtuel, nous sommes à 100% en ligne. C'est après la COVID, nous avions dû pivoter très rapidement d'un programme en personne à un programme numérique, mais nous sommes dirigés par nos professeurs. Il y a une équipe derrière chaque projet. Il y a des spécialistes de carrière, il y a des professeurs, des personnes qui travaillent individuellement avec les personnes pour les aider à naviguer le programme. Bien entendu, ils vont suivre le programme en ligne, mais dès qu'ils éprouvent des difficultés, ils peuvent aller chercher du soutien. Comment apprendre en classe et aussi en dehors de la classe. Ce qui est différent de nos programmes, c'est que les individus travaillent ensemble en petits groupes. Ils se réunissent tous les jours pour travailler en petits groupes et cela va bâtir des compétences qui seront utiles aussi plus tard dans le milieu du travail. Ils doivent nous dire si ils ont manqué un jour de travail, ils doivent communiquer entre eux et avec nous. Donc, il s'agit de bâtir ces compétences qui seront utiles plus tard. S'agissant des besoins des employeurs, il faut bâtir, bien entendu, les compétences techniques, mais aussi les compétences interpersonnelles. Nous voulons que nos diplômés puissent réussir, mais aussi nous voulons que les employeurs puissent réussir parce qu'ils veulent embaucher des personnes qui sont là pour rester. Nous nous penchons sur les résultats à long terme ainsi que la progression de carrière au fil du temps. Et nous voyons que nous avons très bien réussi. Nous avions eu une célébration de nos 10 ans et nous avions invité des diplômés pour venir parler de leur réussite dans leur carrière. Voilà, c'est pour ça qu'on a deux clients. Merci, Nisha. Avant de venir à nos questions, une question de suivi pour André. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur
La série de mentorat, de bien-être et de coaching, quelle est l'expérience d'un jeune qui traverse ce programme? Oui, bien entendu. Merci pour cette magnifique question. S'agissant de la série de coaching et bien-être, la prémisse, je commence. Nous devons commencer par reconnaître qu'il y a des éléments stressants pour un nouveau employé qui entre dans le marché du travail, mais ces éléments stressants sont encore pires pour les jeunes noirs qui entrent dans le marché du travail en raison de tous les éléments que j'ai mentionnés, tels que le racisme, les microagressions dans le milieu du travail. Donc, nous passons beaucoup de temps avec eux. Tout d'abord, nous avons une conversation. Quels sont les éléments stressants dans le milieu du travail? Donc, nous commençons par ces éléments stressants. Comment aborder le racisme, par exemple, comment identifier les cas de microagression afin qu'ils puissent mieux comprendre ce qui se passe. Et ensuite, deuxième partie, comment gérer ces problèmes. Nous voulons que le jeune puisse être diplômé du programme avec des outils et des ressources pour solutionner les problèmes. Et nous allons encore plus loin. Nous reconnaissons que s'ils commencent dans un domaine quelconque, que ce soit les mathématiques, le génie ou en matière de politique, dans le gouvernement, peu importe où ils débuteront, ils se feront face à une énorme pression professionnelle. Donc, comment gérer cette pression? Comment gérer tout cela? Comment chercher aussi du mentorat? Comment aussi se développer en tant que mentor? Au-delà du mentorat aussi, comment trouver des parrains? Comment défendre le droit des autres et aussi identifier des défenseurs pour vous soutenir vous-même? Et selon nos recherches, surtout en partenariat avec Malates, qui travaille avec le CCF, d'ailleurs, que nous avons trouvé, selon le sondage, que les jeunes se sentent beaucoup plus résilients. Donc, nous avions étudié, fait une recherche pendant 4 ans et nous avions réalisé toutes sortes de recherches avec nos jeunes dans le programme et après le programme. Et ils ont dit qu'ils se sentaient beaucoup plus outillés pour gérer les programmes au milieu de travail. Comment créer un réseau professionnel? Comment aborder ces défis dont j'ai mentionné plus tôt? Ces jeunes ont aussi dit qu'ils se sentaient moins frustrés. Donc, nous leur posions la question suivante. Est-ce que vous sentez un certain niveau d'incertitude, de préoccupation pour les 2 et 3 années après le diplôme dans le milieu de travail? Et au début, donc, nous sommes à nos débuts de la série Bien-être. Environ 60% d'entre eux ont reporté se sentir impuissants et préoccupés. Mais à la fin du stage, 94% ont dit qu'ils se sentaient plus à l'aise, qu'ils se sentaient confiants en eux et qu'ils se sentaient plus prêts à entrer dans le marché du travail et de réussir. Donc, voici certains des résultats de notre programme de bien-être de coaching. Le dernier point dans la conception du programme, nous voulions donner aux jeunes l'occasion de s'exprimer et de communiquer. L'une de nos trouvailles, de nos projets de recherche, et je sais que Karen l'a mentionné, c'est que les employeurs cherchent des compétences interpersonnelles, à savoir le leadership, la capacité d'enseigner. Et c'est ça le but de notre programme de bien-être de coaching. Encore une fois, tout cela entoure spécifiquement le contexte euh, du domaine des STEM, à savoir les mathématiques et les sciences. Merci beaucoup d'avoir clarifié le programme. Il est très important de comprendre les détails de ces programmes novateurs et de réussir, d'atteindre les résultats escomptés. Donc, je reviens maintenant aux questions.
Pourriez-vous nous donner un exemple de l'impact de ces projets sur une jeune personne qui participe? Je commence par Peter d'abord et ensuite, nous allons poursuivre. Peter, vous êtes en sourdine. Alors, ah oui, ça fait très 2020, hein, franchement. Bravo, Peter. Alors, les professeurs avec lesquels nous travaillons nous disent que notre programme est quelque chose qui change la vie des jeunes parce que plusieurs sont dans d'autres programmes, dans des écoles. Et ces programmes ne savent pas vraiment comment gérer les besoins de ce groupe. Alors, lorsqu'ils viennent chez Reboot Plus, ils vivent un genre de liberté et une capacité d'explorer qui améliore leur niveau de confiance ainsi que l'efficacité. L'histoire à laquelle je me réfère tout le temps, une femme trans qui a décidé d'être muette. Elle n'avait pas parlé pendant des années et un jour, l'animateur était en train de parcourir un aspect technique, en tout cas associé à la technique, et d'un seul coup, elle s'est mise à parler. Et tout le monde était perplexe, n'est-ce pas? Tout le monde s'est dit, Waouh! Et il y a quantité de moments comme ces moments-là, presque magiques. Si on accorde aux jeunes la liberté d'être qui ils sont et de ne pas leur mettre trop de pression, eh bien, ces jeunes peuvent réaliser ce qu'ils veulent réaliser en leurs propres termes. Et je pense que c'est la chose la plus importante. De faire ce que quelqu'un d'autre vous dit de faire, ça a toujours été un problème pour ce groupe en particulier, mais de faire ce que eux veulent faire, c'est quelque chose qu'on leur permet, on leur accorde la liberté d'explorer dans ce sens. Et ils sont plus responsables vis-à-vis eux-mêmes. Nous recevons beaucoup de rapports, pas nécessairement des impacts positifs, de participants qui cessent d'aller à l'école, mais qui reviennent à Reboot et qui restent à Reboot. Ils ont terminé là tout ce qui est école secondaire, ils ne veulent plus rien savoir, ils cherchent autre chose, ils cherchent quelque chose de différent. Merci. Merci, Peter. Et je vais céder la parole à Nisha en prochain. Merci. Une des histoires qui me vient à l'esprit, une jeune femme qui est venue à notre programme, Aïcha, en 2018. Elle est arrivée avec son diplôme de l'école secondaire. Elle avait une très bonne attitude. Elle travaillait sur un travail de service à la clientèle du côté du détail. Elle avait beaucoup d'expérience, mais elle vivait des choses difficiles pour ce qui est d'avancer avec sa carrière. Une des choses que l'on découvre, c'est que les gens arrivent chez nous et ont l'impression d'être coincés ou de laisser pour compte. Ils voient leur père avancer, que ce soit avancer sur des études postsecondaires ou d'autres jalons de vie quand même importants. Et Aïcha avait ce sentiment, en tout cas, quand elle s'est jointe à nous. Donc, elle a terminé notre formation et elle a été embauchée par la CIBC en tant qu'analyste au bureau de service sur une base temporaire. CBC était vraiment un très bon partenaire. 161 embauches sur les 10 dernières années. Donc, on parle d'un partenaire très important. Et elle a fait appel à ses compétences, mais aussi son expérience service à la clientèle. Et tout cela a impressionné ses superviseurs. Et en fait, ils l'ont gardée au-delà du contrat initial temporaire. Ensuite, elle est revenue. Elle a suivi notre programme de gestion de projet. C'est quelque chose que l'on offre à nos anciens élèves. Et c'est un apprentissage davantage autodirigé. Et en 2021, elle a été promue à un poste d'analyste, mais senior, plus chevronné, encore une fois, à la CIBC. C'est très intéressant de lui parler. Elle était à notre événement du 10e anniversaire, il y a environ une semaine. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ce qu'elle a dit, c'est que ce n'était pas que les compétences techniques qu'elle a acquises et tout ce qu'elle a appris pour naviguer au sein de sa carrière, mais aussi elle a bâti une communauté parmi ses pairs. Elle se sentait soutenue, elle, elle a donc des bons amis, des bonnes amies, et deux de ses meilleurs amis font partie du programme où elle a participé. Ces gens sont en contact, partagent toutes sortes d'informations, des moments, ils ont trouvé un autre cours qu'elles veulent faire ensemble, donc c'est ce qu'elles ont fait ensemble, et elles s'encouragent les unes les autres vers ce cheminement de carrière, justement, sur ce parcours. Et ça, c'est un autre aspect très positif de ce que nous offrons.
Et les jeunes cherchent souvent ce sentiment de connexion et d'avoir quelqu'un qui les épaule, qui les soutienne. On sous-estime, je pense, parfois l'importance d'avoir des gens qui vont être comme un peu nos meneuses ou meneurs de claques. Et beaucoup de nos anciens élèves nous appellent et nous disent, ils vont voir les spécialistes de carrière, les instructeurs, etc., et ils leur disent, Hey, je voulais vous faire savoir, regardez, je viens de recevoir euh, de mettre, faire ce poste, etc. Ou quelquefois, autre chose, c'est, on m'offre ce poste, est-ce que vous pouvez regarder mon CV avec moi pour que je me présente de la meilleure façon possible. Alors voilà, ça fait partie des choses extraordinaires de ce qu'on fait. C'est un vrai privilège de faire ce travail et d'entendre ces histoires et de voir ces individus grandir et évoluer et de voir leur niveau de confiance y aller de façon exponentielle. Ah oui, je peux y arriver et je peux arriver à la prochaine étape et la prochaine et la prochaine. Et c'est vraiment gratifiant de voir tout ça. Merci beaucoup, Nisha. André? Super. Oh, j'ai vraiment apprécié ces anecdotes. Je vais raconter une histoire et ça, c'est quelque chose de tout récent, l'année dernière, avec une cohorte précédente. Une des missions de ce programme élite est de reconnaître que les jeunes noirs et les noirs, de façon générale, euh, entament des postes moins bien payés, moins bien rémunérés à travers l'Amérique du Nord. Et on veut changer cette histoire, ce récit, en responsabilisant, en habilitant les jeunes. Mais on veut qu'ils commencent à travailler tôt dans leur carrière, même avant qu'ils n'obtiennent leur diplôme de l'école, que ce soit secondaire ou d'autres établissements postsecondaires. Également, on aime l'approche de soutenir ces jeunes durant ces programmes pour les aider sur le plan de leur confiance et de travailler sur leur résilience avec une plateforme intégrée. Il y a un jeune qui est en deuxième année, qui allait embarquer dans sa troisième année du premier cycle et il ne s'est jamais fait offrir d'offres ou d'opportunités d'emploi, en partie parce qu'il était sur le spectre de l'autisme. C'est bon, il y avait la question de manque de confiance, une incapacité de communiquer et d'engager avec des employeurs potentiels, et aussi, bon, voilà. Mais il a finalement par candidaté au programme Élite, et nous, on ne savait pas qu'il était sur le spectre de l'autisme. On a regardé la rédaction qu'il a rédigée, on a eu des conversations durant l'entrevue, on voulait le traiter comme n'importe qui au sein du programme, donc nous n'avions aucune idée de quoi que ce soit. À la fin du programme, ce qui est intéressant, il est allé me voir à titre personnel et il a dit, est-ce qu'on peut parler? On a parlé pendant environ une heure et il a partagé son histoire avec moi, et, dont je vous ai un petit peu parlé là. Et ensuite, il nous a dit la façon d'engager avec lui, c'est-à-dire de lui dire, ah, il y a des parties de ton travail qu'on pense que tu pourrais améliorer. On va travailler avec ton instructeur et ton conseiller pour t'offrir le soutien nécessaire. Ça l'a aidé avec son niveau de confiance. Et après 2 mois, il faisait des présentations devant tout le monde, etc. Jamais n'avait-il fait ça auparavant à cause de toute la sécurité qui entourait son état. Et puis, il a livré parmi les 10 meilleures présentations techniques. Et puis, voilà, il a été invité par d'autres PDG, d'autres pour travailler pour les jeunes plus tard, ailleurs. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de tout ce que les stagiaires ont pu vivre. Mais ça, c'était un cas tout particulièrement intéressant. Alors maintenant, il a décidé qu'il veut continuer ses études plus avancé. Alors, il a été accepté à 3 des meilleures universités au Canada dans son domaine d'études, son domaine d'intérêt, et il a débuté son programme dans son domaine en physique, pour ne pas dire. Ça, c'était extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a jamais pensé serait possible. Et la question de l'imputabilité, l'habileté, la responsabilisation, tout ce qu'il a réussi à faire lui-même, en fait, mais grâce au soutien et notre orientation et d'autres gens qui font partie de l'écosystème. Tout ce soutien lui a permis cela. Ça, c'est un impact extraordinaire. Et si vous multipliez ça par 200 stagiaires, eh bien, ça devient exponentiel comme résultat. Les gens parlent à leurs amis, ils mobilisent d'autres gens, et c'est eux qui deviennent les formateurs d'autres, n'est-ce pas? C'est très, très puissant, c'est exponentiel.
Et voilà, les retombées sont extraordinaires selon nous. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé ces histoires. En tant que chercheuse et évaluatrice, euh, j'adore écouter les détails qualitatifs sur les personnes qui ont été couronnées de succès. Je vais répondre à une des questions, ou en fait, j'aimerais que vous répondiez à une des questions qui provient de l'auditoire, qui vient de Peter, qui voudrait en savoir plus sur comment les jeunes trouvent vos programmes. C'est des références, des agences canadiennes. En fait, comment vous trouvez? Je vais commencer avec André cette fois-ci. Ça va me faire plaisir de répondre à cette question. Alors, il y a quelque chose que nous faisons de façon express pour aider les gens à nous trouver. Alors, les médias sociaux, ça c'est sûr. LinkedIn, Instagram, ça c'est gros, ça a de l'impact. Mais je dois aussi dire que la communauté, évidemment, nous a beaucoup soutenus. J'aimerais dire qu'en tant que professionnel, un professeur en ingénierie mécanique qui est toujours en train de se pencher sur des équations, mais de voir à quel point la communauté est venue et nous a soutenus, c'est extraordinaire. Et comment le font-ils? En offrant du counseling aux jeunes. Nous avons des écoles secondaires à Edmonton, par exemple, qui ont établi une programmation précisément pour aider les jeunes à participer au programme Elite chaque année. Et nous travaillons avec eux. On va dans les écoles secondaires pour faire des présentations également, pour en faire un peu la publicité. Nous avons également un élément francophone et un besoin du côté francophone. Donc, on va dans les conseils scolaires de Edmonton, à titre d'exemple, et on entame des conversations et on parle à la population francophone, aux jeunes francophones, pour les mobiliser et pour s'organiser à ce qu'ils nous posent des questions également. Aussi, il y a un appel à la campagne plusieurs fois par année pour recruter et mobiliser, et on offre des ateliers également. Les groupes communautaires, les fondations, la Fondation canadienne du Canada, par exemple, beaucoup des groupes communautaires noirs, Community Center, et plusieurs associations de toutes sortes pour les Noirs font des annonces et présentent nos appels, si on veut, aux jeunes sur une base mensuelle ou trimestrielle dans des bulletins de toutes sortes. Ça, c'est très efficace. Euh, Une dernière anecdote que je vais vous raconter. J'aimerais remercier tous les barbiers au sein de la communauté. Les gens sont venus me voir et m'ont dit, moi, je me faisais couper les cheveux à tel ou tel endroit en ville et j'ai entendu parler du programme Élite et j'ai vu les photos et la publicité. J'en ai parlé à mon fils ou à mon neveu et j'ai dit, allez-y, présentez votre candidature. Plusieurs personnes sont venues me voir à des événements ou même à l'épicerie et entamer des conversations spontanées. Alors, je sais que ça fonctionne. Alors, félicitations aux jeunes quand ils soumettent leur candidature et voilà, c'est formidable. Merci beaucoup, André. Nisha, notre recrutement est très semblable à celui d'André. Médias sociaux, organiques, mais aussi la publicité. Le bouche à oreille, c'est probablement ce qui marche le plus. Les anciens élèves, leurs amis, les membres de la famille, vraiment, ça mousse la quantité d'élèves. Nous avons un programme de référence incitatif aussi, euh, partenaires communautaires. Nous travaillons beaucoup avec les partenaires communautaires, des agences, des organisations de nouveaux arrivants et ce genre de choses. J'aimerais parler de ceci. Lorsque nous nous déplaçons dans de nouvelles régions et nous ne sommes pas autant reconnus, où on s'établit donc pour la première fois, là, nous nous fions davantage sur d'autres types de publicité. On a mené de la publicité aussi où par exemple, si vous entrez dans certains édifices, il y a les télévisions dans les ascenseurs ou le lobby. Ça, on le fait dans des quartiers résidentiels. Aussi, on laisse des cartes, des dépôts de cartes postales. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, on tentait de rejoindre les parents. Et le directeur régional, à l'époque, a dit, il faut atteindre les mamans de la Nouvelle-Écosse qui poussent les enfants et disent, Hey, tu devrais voir ceci, ça, parce que les cartes postales pourraient fonctionner. Mais ça marche. Les cartes postales, c'est parce que c'est les jeunes qui les regardent. Non, non, c'est parce que les mères les regardent.
Alors voilà, vous allez là où vous pouvez pour rejoindre le groupe démographique qui vous intéresse. Ça, c'est une des stratégies, d'aller dans les régions et établir un lien et un genre de reconnaissance auprès de ces jeunes. Super. Merci beaucoup, Peter, à vous. Ah, j'aime ça, cette idée de carte postale. Tout ce qu'on peut faire pour réhabiliter la carte postale aussi, pourquoi pas. C'est formidable. Alors, nous avons des partenaires directs avec les districts d'école qui identifient les étudiants qui sont en difficulté et ils les envoient à des séances d'information. Et si ça les intéresse, ils peuvent s'inscrire. Dans la zone de Vancouver, on a établi des partenaires avec 3 districts d'école. Nous, on dit que si une communauté a une éducation postsecondaire, un district ou chambre des commerces, ou enfin, vous voyez une chambre des commerces, il est possible de parler de nous. Et un district scolaire est un partenaire clé parce que s'ils ne vous font pas confiance ou n'ont pas confiance en programme, ils ne vont pas vous envoyer leurs étudiants. Donc, au fil des ans, nous avons élaboré ces liens avec ces districts scolaires. Ils nous font confiance. Ils sont très à même de nous envoyer des étudiants qui ont de la difficulté au secondaire. Grâce à nos pairs, partenaires, éducation et- et développement des affaires, etc., nous avons également une plateforme sur X et un site web, un blog, donc les cybercarnets. Le bouche-à-oreille est tout à fait primordial. Il y a des participants qui viennent d'en entendre parler d'un ami ou d'un membre de la famille. Et lorsqu'on obtient de la traction sur ce plan-là, eh bien, on sait que ça va bien. On a des séances d'information qu'on peut faciliter, animer. Et les gens disent, ah non, c'est tout ça, on connaît déjà. Parce que tel ou tel a suivi Reboot l'année dernière, par exemple. Alors, c'est ce lien avec les districts scolaires qui est très important. J'aimerais également dire que nous travaillons avec les employeurs également. Comme Nisha, on, on veut mesurer la volonté des employeurs de s'engager avec les participants au sein des programmes. On mesure 2 choses, l'engagement des jeunes, mais aussi l'engagement des employeurs potentiels. Alors voilà, c'est comme ça que ça se présente. Merci. Merci, Peter. Et je pense que c'est une bonne façon de passer à la prochaine question. Parlez-nous davantage. Vous avez, oui, abordé la question un petit peu, mais pouvez-vous m'en dire un peu plus sur comment le projet fonctionne directement avec les employeurs, à quoi ça ressemble et quel est le soutien que vous offrez aux employeurs afin qu'ils travaillent avec ces jeunes? Nisha, d'abord. Merci, Laura. Pour nous, alors nous travaillons avec les employeurs depuis le début. Avec notre programme, ce que nous offrons, c'est basé sur les conseils industriels qui travaillent du côté technique et d'autres secteurs et qui nous parlent de ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu'ils voient, quelles sont les tendances, où sont les besoins. Par exemple, nous avons une conversation sur l'impact de l'intelligence artificielle et comment tout cela change la nature des emplois. Et à cause de cela, nous avons ajouté l'IA à tous nos programmes. Il y a eu des composantes IA dans toutes nos composantes cette année. Ce que nous offrons, on cherche à réduire l'écart pour les emplois de point d'entrée dans le domaine technique. On offre toute une suite de soutien. L'évaluation des compétences dont ont besoin les gens, ce que l'employeur recherche aussi, donc pour des postes ou des rôles bien précis. Placement de l'emploi direct aussi. On travaille avec l'équipe de ressources humaines et on dit, voici les candidats que vous pouvez regarder de plus près. Et ensuite, post-embauche, il y a un suivi. Et on demande aux employeurs, comment ça se passe? Quelle est la rétroaction que vous aimeriez partager avec nous? Même pour ceux qui sont interviewés mais qui n'obtiennent pas le rôle, on aime savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui n'allait peut-être pas avec le candidat? Qu'est-ce qui était bien mais pas suffisant par rapport aux candidats qui ont été présentés? Parce que nous voulons nous assurer qu'on travaille et qu'on tente de vraiment améliorer les choses. Par exemple, nous savons qu'il y a des jeunes qui sont très à l'aise avec l'idée de travailler dans une banque et ce genre de structure, et il y en a d'autres et qui aiment la culture des des jeunes pousses, des startups, n'est-ce pas? C'est pas taille unique, comme vous l'imaginez. Autre chose que nous avons, c'est un soutien vraiment complet, exhaustif. On travaille avec les partenaires euh, communautaires
comme Entrée un peu l'a dit, par rapport à la santé mentale, le logement, l'insécurité alimentaire, tous ces éléments qui aiment, qui aident à stabiliser la vie de quelqu'un et les aident à maintenir leur capacité de rester à un endroit. C'est difficile d'aller au travail si vous n'arrivez pas à vous nourrir et vous n'avez pas l'argent pour le transport. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est une des autres façons d'assurer que ça se passe bien. Mais on se penche auprès des employeurs sur ce que sont leurs besoins ou ce qui se voit pointer à l'horizon. On veut s'assurer que les programmes que nous offrons répondent aux besoins qui s'en viennent aussi à l'avenir, les besoins du marché. Merci beaucoup, Nisha. André, je vais vous céder la parole. Super. Merci beaucoup. Un certain soutien que nous avons, semblable à ce qu'a dit Nisha. Ce que nous faisons, nous offrons à nos employeurs une certaine orientation sur comment articuler et mettre sur pied une description de projet qui pourrait être attrayante à un jeune de 16 ans ou de 22 ans. Et ces deux sont à des étapes différentes de leur vie, cherchent des choses différentes. Alors, nous leur offrons un gabarit avec lequel travailler pour proposer ces différents profils. Et ce qu'on leur demande d'y inclure, c'est le genre de formation qui serait nécessaire ou qu'est-ce qui résultera du fait de travailler avec cet employeur. Par exemple, les sujets. Est-ce qu'ils imaginent que le jeune soit bon en biologie, en chimie ou mathématiques technologiques? Et il faut qu'ils expriment un peu ce qu'ils recherchent. On leur demande aussi de nous donner une idée de la quantité de stagiaires qu'ils peuvent gérer à la fois. C'est très important parce que dépendant de la taille de la société, ils peuvent ne pas nécessairement être capables d'en prendre plus que deux et il y en a d'autres qui peuvent en prendre jusqu'à 10. Donc, il y a des choses à voir de ce côté-là. Lorsqu'ils soumettent leur projet, comme exemple, le jeune y va et on laisse aux jeunes le soin de choisir les projets qu'ils veulent prioriser. Cela permet aux jeunes de se responsabiliser dès le départ, à déterminer avec qui ils aimeraient travailler et sur quel projet ils aimeraient travailler, dans quelle direction embarquer. Ensuite, on encourage les employeurs à interviewer le jeune également et on offre de la formation et de l'orientation justement à ce titre pour les aider à les soutenir. Et les petites et moyennes entreprises ne peuvent ne pas nécessairement passer comme il faut à travers ce processus. Donc, nous offrons de la formation où le Black Business Ventures Association va aussi nous soutenir, surtout ceux qui sont dans des sociétés, des nouvelles pousses comparées à des entreprises plus importantes, qui ont plus de poids. Pendant le processus, lorsque les stagiaires ont été affectés et qu'il y a une entente de faire un certain travail, en fait, nous allons offrir un genre d'intégration aux employeurs, du onboarding. Et cette intégration implique leur expliquer comment le programme Elite fonctionne et quels seraient quelques-uns des éléments que nous offririons du côté de l'Université de l'Alberta, en collaboration avec d'autres partenaires de l'Alberta. Et on leur donne certains conseils pour s'assurer que l'espace soit sûr, sécuritaire du point de vue psychologique aussi, pas que physique. Et on leur parle beaucoup de ces aspects et on travaille avec eux et on répond à des questions clés de certains des employeurs. Ensuite, au bout des stages, il y a un sondage post-stagiaire. On pose des questions ouvertes et d'autres questions plus ciblées pour avoir une meilleure idée euh, de l'expérience. Ça, c'est très, très utile et une bonne ressource de collecte de données pour procéder à un peaufinage dans le temps comme dans le temps. Et oui, alors ces employeurs reviennent et aiment beaucoup cette approche. Donc, beaucoup de bonnes affaires ont découlé de cette façon d'agir, cette procédure. Merci beaucoup. Un bon indicateur de succès. Si les gens reviennent, c'est déjà bon signe. Peter, comment ça marche avec les employeurs, vous aussi? Comme je l'ai dit plus tôt, on n'est pas un programme d'emploi direct. Donc, les gens ne nous quittent pas pour partir directement à un poste, mais la Chambre des commerces et donc d'autres entités nous entourent et sont prêts à parler aux jeunes pour parler des points positifs et des points négatifs du travail et qu'ils font. Et parce qu'on dit
pas non à quiconque qui participe au programme. On a toute une quantité de professionnels qui viennent nous voir, là, des gens qui travaillent dans la faune et la flore, des designers de mode et tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a un jeune qui était intéressé par l'astrophysique. Il n'y en a pas beaucoup des experts à Douglas College, mais je suis allée, j'ai contacté UBC, chef de département, et puis le chef est un astrophysiste, et il a pris une heure pour parler à cette jeune personne qui s'intéressait à ce domaine. Alors, c'est beaucoup plus officieux, c'est davantage de nature exploratoire, hein, comme feeling, si l'on veut. On parle aux employeurs et on dit, seriez-vous intéressé à embaucher cette personne ou une personne comme celle-ci? Parce que beaucoup d'employeurs et beaucoup de nous tous ont des conceptions trompeuses par rapport aux gens qui ont de la difficulté à l'école secondaire. Et je pense que la réaction jusqu'ici des employeurs est formidable. Et ils aiment vraiment ça. Et ils aiment aligner ces gens avec les employeurs. Ils ont hâte de parler à ce groupe et ils sont très, très enthousiastes. Alors, même si les entrevues ne sont pas des entrevues d'embauche, c'est quand même très significatif pour les deux parties, pour ce qui est de vraiment bâtir la confiance chez le jeune et aussi accorder un plus grand sens de la compréhension de qui sont ces jeunes personnes. Merci beaucoup. Alors, on parle de trois initiatives très intéressantes, mais on sait que même quand les choses vont bien, il y a quand même toujours des défis. Alors, j'aimerais justement vous demander quelle était une des sources d'embûches les plus importantes. Comment l'avez-vous surmontée? La source d'embûche est-elle toujours là? Parlez un petit peu de ça. Nisha, je vais commencer par vous encore. Merci. Oui, il y en a eu plusieurs, je pense. De demeurer agile. Dans le temps, nous avons offert toutes sortes de cours cybersécurité, UX design. Et avec la première fois que nous avons offert la cybersécurité, même si nous avons entendu parler euh, de l'industrie qui a une demande pour cela, ils nous ont dit, oui, on aime l'offre que vous avez. En fait, lorsqu'il était le temps de placer les gens, ils nous ont dit qu'ils ont besoin davantage euh, d'expérience. Il y a très peu de postes d'entrée dans le domaine de la cybersécurité. Donc, cette année, lorsque nous avons relancé le programme de cybersécurité, c'est pour les niveaux intermédiaires. Et on cherche donc à ce qu'ils puissent être appareillés à des postes. Mais il y a d'autres défis. Ce qu'on découvre, par exemple, c'est que pour certains de nos employeurs qui ont un contrat gouvernemental, il y a des mesures de sécurité 5 ans, comme étant 5 ans, depuis 5 ans au pays, au moins. Parce que beaucoup des gens qui sont arrivés ne sont pas au pays euh, depuis 5 ans. Même s'ils se qualifieraient, ils sont des nouveaux arrivants. Alors, ils ont peut-être le diplôme nécessaire et une certaine expérience de travail, mais maintenant, le 5 ans d'avoir été au pays est une source d'embûche en termes de la sécurité et tout cela. Alors ça, c'est un exemple. Et aussi le financement. Ce financement sur le long terme. On travaille avec Blueprint et CCF pour regarder les preuves de l'efficacité de notre programme, mais il y a toujours ce défi, toujours la question des demandes pour aller chercher du financement. Parfois, nous avons un financement de 2 ou 3 ans, mais souvent, c'est 1 an. Et à titre d'organisation, nous sommes toujours en train de planifier 6 à 8 mois à l'avance. Les programmes ne se matérialisent pas rapidement, comme vous imaginez. Alors, il faut que les gens comprennent ce à quoi ressemble le financement durable pour des organisations, surtout pour des organisations comme nous, euh, surtout par rapport à l'impact que nous avons eu. Peter, je répéterai ce que Nisha a dit. Nous sommes très reconnaissants de recevoir le financement de CCF, mais parfois, par exemple, notre programme dépend beaucoup des années scolaires et d'autres années académiques pour les collèges. Et si on apprend que le financement n'est que disponible au mois de septembre, c'est de la panique pour nous. Et souvent, nous n'avons pas le temps de passer au recrutement. On ne peut pas recruter si on ne sait pas qu'on va être en mesure de gérer le programme. Autre défi, c'est un programme très difficile pour les animateurs parce que c'est un modèle basé sur la cohorte. Ils se rencontrent en tant que groupe, mais parce que nous ne disons pas non, nous avons
toute une variété d'étudiants. Chacun nécessite une attention particulière. Alors, la préoccupation principale pour moi, c'est le burn-out, l'épuisement professionnel des animateurs. Ça, c'est un défi. Et donc, ça prend quelqu'un d'assez particulier quand même, hein, pour gérer ces programmes. Merci, Peter. André? Ah, euh, il y a un exercice pour les pompiers. Alors, peut-être que vous entendez le bruit. Non, on vous entend très bien. Alors, je voulais réitérer euh, mon point à propos du financement. Pour nous, l'expansion nationale est peut-être un enjeu parce que nous ne sommes qu'à Edmonton et de travailler là-dessus et de travailler sur la capacité à l'extérieur de Edmonton pour un programme pour les jeunes noirs, ça n'a pas été facile. Mais nous espérons d'avoir un autre type de programme de mise à l'échelle de développement des compétences. Mais voilà. On va demander à Karen Myers de revenir pour cette prochaine question. On va commencer avec Karen. Qu'est-ce qu'une politique publique que vous aimeriez voir changer pour mieux soutenir les jeunes euh, avec qui Blueprint a travaillé et que le programme, avec qui le programme a travaillé? Merci beaucoup. C'est une excellente question. Ce que moi, je vous dirais, et c'est relié à ce que tous nos panélistes viennent de discuter en termes de défis, moi, ce que j'aimerais voir, c'est que le gouvernement dise qu'est-ce que nous cherchons à réaliser pour une population particulière, dans ce cas-ci, les jeunes. Qu'est-ce que nous cherchons à réaliser et pour établir cet objectif et ensuite voir ce que l'on comprend à propos de ce que nous avons besoin de faire pour atteindre cet objectif. Ensuite, identifier les politiques, les programmes et les services qui sont nécessaires pour réaliser tout ça et financer ces politiques, programmes et services de façon prévisible et durable avec une surveillance, un suivi pour voir si nous avançons bel et bien. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, passons aux ajustements nécessaires pour déterminer là où il nous faut améliorer les choses, qu'il nous faut cesser de faire, etc., pour justement en arriver à réaliser cet objectif. Si les gouvernements peuvent déclarer leurs intentions, sur le plan de la population et ensuite déterminer le niveau d'effort nécessaire, quel est ce continuum ou cette série de programmes. Et ensuite, allons-y, mettons-nous-y, euh, surveillons ce que nous faisons. Si les programmes ont besoin de dollars pour l'amélioration, renforcer les capacités, l'évolutivité, l'expansion, eh bien, faisons-le de façon systématique. Parce que lorsqu'on court après un financement pour des projets de part et d'autre, la quantité d'efforts que l'on déploie pour chasser, pour courir après l'argent, commencer quelque chose, d'aller attirer des animateurs de talent et d'autres employés, et ensuite investir dans ces effectifs pour que ces gens qui sont déjà bons deviennent encore meilleurs. Ça prend temps et temps d'effort. Et si le robinet est fermé et qu'il y a une nouvelle façon de dire les choses et les exprimer, on se remet à la chasse, on n'obtient même pas un dollar sur la valeur d'un dollar. On obtient moins. Alors, organisons-nous. Voilà ce que je dirais à ceux qui font les politiques. André, une politique publique que vous aimeriez voir changer. J'aimerais faire écho à une partie de ce qu'a dit Karen. Et je vais en revenir au modèle de financement également. Mais j'aimerais souligner, je ne cherche pas à dire du mal d'aucune zone de carrière ou de domaine professionnel, mais nous voulons reconnaître que nous voulons soutenir les jeunes afin qu'ils entrent dans des domaines du futur, tout ce qui est perturbateur, technologie, avec de hauts salaires, combiné aux sciences sociales, et la question d'innovation sociale avec l'innovation technologique de pair. On aimerait en voir davantage d'activités là-dessus. Et au mérite du gouvernement fédéral en particulier, il y a eu beaucoup de conversations sur le soutien de l'intelligence artificielle et la technologie numérique. Et il y a eu plusieurs
occasions qui en ont découlé également. Et ça a certainement été très utile. Mais il faut reconnaître que ça prend du temps pour la formation. Comme Michel l'habitude plus tôt, par exemple, son exemple de la cybersécurité, ça prend du temps, ça prend du financement et nous avons besoin de tout cela et que tout cela soit imbriqué dans les politiques, n'est-ce pas, pour ceux qui établissent les politiques. Autre note finale, parfois nous remarquons que certaines initiatives viennent du gouvernement sans la consultation communautaire. Et je pense que du point de vue des politiques, ça, c'est quelque chose auquel il nous faut faire attention. Il nous faut davantage d'engagement sur ce plan. Je sais que ça prend un petit peu plus de temps pour en arriver à ce type de consultation, mais lorsque ces consultations mèneront à des investissements qui mèneront à des dividendes à l'avenir. Donc, on demande davantage d'engagement. Et cela pourrait avoir un impact sur les politiques qui auront leur impact dans l'écosystème qui nous intéresse. Parce que, voilà, ce sont des directives politiques que nous espérons ou auxquelles les gouvernements pourront adhérer et d'autres instances aussi. Merci, André. Nisha en prochain. Semblable à ce que Karen et André ont dit pour ce qui est du financement. L'importance de l'évaluation, l'importance des matrices quantitatives et qualitatives qui dit voici l'impact qu'ont les programmes. Et parfois, le jouet, le joujou le plus bruyant obtient le financement. Bon, et c'est comme si que ça se fait et on travaille très fort pour aller chercher des finances intersectorielles, donc gouvernement et privé. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout ce dont nous avons besoin, surtout quand on cherche à se penser sur le caractère évolutif. Cet investissement du gouvernement et d'autres sources de financement sur le long terme sont vraiment très importants. Donc ça, c'est un des éléments. Mais l'importance d'évaluation, comment démontrer l'efficacité des programmes. Oui, nous voulons tenter de nouvelles choses, tout à fait, mais pour ces programmes où ils voient des retombées sur le long terme et on est capable de maintenir ces bons résultats sur le long terme, comment le gouvernement reconnaît-il cela? Comment se penche-t-il sur cet impact? Parce que les deux sont nécessaires. On a besoin de nouvelles choses, mais ce qui existe depuis quelque temps et qui montre et qui a fait ses preuves et qui fonctionne toujours, ça veut dire que ces programmes-là méritent un financement aussi. Merci, Micha. Peter? Oh, j'ai tellement de choses à dire. La chose principale, et je dirais que tout cela devrait être disponible pour chaque jeune personne qui a de la difficulté au secondaire, pour faire le pont entre le secondaire et les études supérieures. En Colombie-Britannique, il y a un ministère de l'Éducation, de la maternelle à la 12e année, et un autre pour l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur et la formation. Et ces deux ministères ne communiquent pas très bien l'un avec l'autre. Il y a un écart entre ce premier système et le système postsecondaire et que Reboot Plus peut remplir, donc peut occuper ce vide. Mais en autant qu'il y a une compartimentalisation de ces deux ministères, il est difficile pour nous d'obtenir quelque traction que ce soit. Et j'ai un autre point qui est un petit peu associé à ce que je viens de dire. Je pense qu'il est très important que l'éducation à tous les niveaux demeure très ouverte au désir des jeunes pour leur propre avenir. On ne devrait pas être en mesure de dire qu'un élève ne peut pas être un technicien du côté théâtre ou un maquilleur ou quoi que ce soit parce qu'on trouve que ces emplois ne sont pas importants ou importants au sein de l'économie. De réduire le système d'éducation et de se le concentrer que sur ce qui est en très grande demande, par exemple, est une contraction négative et a un impact auprès des jeunes, un impact très négatif, j'ajouterais. Merci à vous tous. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, alors je vais vous donner 30 secondes pour dire à l'auditoire ce qui s'en vient pour votre programme. Peter.
Alors, nous voulons élargir, nous voulons répliquer le modèle, nous voulons que les gens y adhèrent. On ne veut pas se dire propriétaire de ce modèle, mais on veut euh, répandre la bonne nouvelle. Vous allez voir dans les questions-réponses une partie de l'information pour suivre Reboot Plus et d'aller voir un peu euh, les médias sociaux. Je pense que nous devons travailler sur l'angle de financement, oui, mais de montrer les gens d'un bout à l'autre que c'est un programme qui fonctionne et qui devrait s'inscrire. Alors, cette petite quantité de personnes, mais importante toutefois, devraient venir nous voir parce que si eux ne participent pas, il y aura des problèmes pour nous tous à l'avenir. C'est très important de les récupérer. André, merci beaucoup. Eh bien, j'ajouterai à ce qu'a dit Peter par rapport à l'expansion. Je vais dire très rapidement, je pense que nous avons un modèle extraordinaire avec Elite ici à Edmonton en collaboration avec l'Université Carleton à Ottawa. Mais de trouver des experts noirs qui sont à l'université dans d'autres régions locales aussi nous signale clairement que l'expansion est nécessaire parce que nous devons avoir le même niveau d'engagement que nous avons ici à Edmonton et peut-être ailleurs, partout à travers le pays. Alors pour nous, les prochaines étapes, c'est l'expansion et nous espérons ou bien faire venir les jeunes ici, les former à Edmonton et les renvoyer à Toronto, Montréal, Vancouver, Halifax, peu importe, pour refaire les choses vraiment de façon locale et au lieu que nous leur disions quoi faire. La partie responsabilisation est très importante et on espère voir ça à travers tout le Canada. Alors, voilà la prochaine étape et ce sur quoi nous allons nous concentrer pour au moins la prochaine année. Nisha? Alors, très semblable. Nous sommes présents dans 6 provinces maintenant, mais on est en pourparlers avec d'autres provinces. Alors, l'itération continue de notre programme et de nos offres. Il y a la cybersécurité, analyse de données, soutien technique et d'autres, des accréditations de toutes sortes. Mais on se penche sur l'intelligence artificielle. On va ajouter d'autres choses. Quand on parle de technologie verte et durabilité, quelles sont les occasions agritech, soins de santé? Quand on pense à l'expansion et le changement de programme, la question de liste d'attente aussi est très importante. Dans des provinces telles que l'Alberta et en Ontario, il y a beaucoup de gens, des centaines de personnes sur des listes d'attente qui ne peuvent pas avoir accès à nos programmes. Bon, c'est 3 mois plus tard, on travaille sur nos listes d'attente, évidemment, mais quand même, on pense au prochain programme, à la prochaine cohorte. Donc, pour nous, c'est comment traiter de la question des listes d'attente. Voilà, ça, c'est un gros morceau pour nous. Donc, l'expansion, ce n'est pas que élargir au sein du pays, mais y aller en profondeur dans les régions où nous sommes déjà présents. Et voilà, Karen, c'est vous qui avez le dernier mot. Alors, pour nous, ce serait comment travailler de façon efficace pour aider autant d'organisations possibles à en arriver à ces données probantes pour l'amélioration continue, mais aussi pour améliorer et bâtir cette étude de rentabilisation en faveur de l'expansion et de travailler avec les décideurs pour les aider à être plus précis quant à leur intention sur les politiques qu'ils établissent et voilà ce qu'ils vont décider et ce en quoi ils vont investir. Merci beaucoup, Karen. Très belle fin. Merci à Karen, Peter, Nisha et André, nos panélistes. Merci à vous tous et toutes d'avoir participé. Nous avons un sondage. J'espère que vous allez y accorder quelques instants pour remplir ce sondage. Votre rétroaction est très importante. Elle nous aide à façonner les prochaines sessions. Alors, dites-nous ce que vous pensez. Je vous encourage tous, ceux qui ont participé aussi, à garder l'œil ouvert sur les médias sociaux de Centre des conférences du futur. Il va y avoir un appel d'offres demain. Si vous n'avez pas encore fait, allez voir le bulletin, le site web, suivez-nous sur LinkedIn et nos autres plateformes de médias sociaux. Restez à l'écoute demain pour des opportunités de financement très enthousiasmantes. Et merci encore d'être venu et d'avoir soumis vos questions. Et cherchez l'enregistrement dans un courriel de suivi de Future Skills, de Centre des compétences du futur. Et passez une excellente journée.